Bonjour à tous, donc bienvenue à la conférence à propos des valeurs. Vous allez entendre aujourd'hui Johan Buck, qui est un de nos anciens étudiants et qui a continué sa formation pour créer finalement une société qui s'appelle Quorsum, voilà, et qui reprend, dont la baseline est le facteur humain au centre des PME et qui a développé toute une série d'outils autour du coaching et notamment sur base de ce qu'on appelle les valeurs. Donc, il y a un petit exercice ici sympathique qui vous permettra de découvrir les valeurs. Et je laisse maintenant la parole à Johan qui va venir vous expliquer sa conception ou la manière dont on fonctionne avec les valeurs. Merci Madame Pirnet de m'avoir présenté. Et effectivement, je suis un ancien de l'EFEC, donc je suis l'un d'entre vous. Je suis un alumni de 2011, donc pas encore si vieux que ça. J'ai une petite introduction sur moi pour que vous voyez un peu qui je suis, à part juste un orateur qui vient dire bonjour. J'ai fait donc le marketing et la gestion de PME à l'EFEC en terminant en 2011. Suite à ces études à Louvain-la-Neuve, je suis parti 4 ans à Shanghai où là j'étais formateur interculturel. Donc je formais les gens à s'adapter très rapidement dans un milieu qui était très nouveau pour eux, donc particulièrement les Chinois qui allaient s'expatrier vers le monde occidental ou bien les Occidentaux qui venaient en Chine, leur donner quelques petits trucs et astuces sur les à faire et à ne pas faire, les do's and don'ts comme on dit, et également les techniques de communication pour bien communiquer dans un milieu interculturel. Suite à cette expérience en Chine, je suis revenu et j'ai fait un master complémentaire à la Solvay Business School en management exécutif. Et ensuite, j'ai décidé que ce n'était pas assez et que je voulais me certifier en coaching exécutif. Donc, le coaching exécutif, c'est le coaching, mais en entreprise, donc pour des thématiques qui ont lieu sur le lieu de travail. Et c'est donc des techniques pour aider la personne à s'élever. Donc, ce n'est contrairement à un conseiller, un thérapeute ou un mentor, on ne va pas te donner des conseils, mais par contre, on va aider la personne à élever la réflexion et l'aider à trouver elle-même des pistes de solutions. En faisant tout cela, j'ai également rejoint la société Quorsum, où je suis devenu maintenant associé et donc coach exécutif, mais également je fais de la consultance en développement d'entreprise. Donc nous accompagnons les entreprises qui sont déjà installées, donc plus des startups, à passer au niveau supérieur. Moi, je me concentre principalement sur tout ce qui est humain au centre de cette entreprise-là, mais je fais également des aspects de stratégie et de marketing. J'ai quand même une formation en marketing et une bonne formation. En plus de cela, j'ai commencé également à travailler dans une ASBL qui s'appelle Jobin, où là, j'aide des demandeurs d'emploi à créer leur propre entreprise afin de également créer leur propre job. Donc voilà, ça c'est une autre partie de mon boulot. Et comme Madame Pirnet l'a dit, notre baseline est donc bien le facteur humain au centre des PME. Donc vous allez le voir que l'humain est un point très important dans la réflexion que nous avons avec nos clients. Et ce qui a amené également ma formation en tant que coach exécutif et cette réflexion sur les valeurs qui pour nous est un point central non seulement pour les personnes au sein de l'entreprise, que ce soit un dirigeant, un porteur de projet ou un manager ou même un ouvrier, mais également dans la réflexion de la stratégie de l'entreprise. Les valeurs sont pour nous un point, est vraiment pour nous un point crucial pour le développement de cette stratégie. Tous des points évidemment que nous allons voir un peu plus tard. Alors, pour commencer, il faut bien se rendre compte que les valeurs, ça peut être quelque chose de très facile et qui peut être très mal utilisé. Et donc, on dit souvent qu'il faut éviter les fausses valeurs. Et pour cela, je distingue souvent entre les valeurs de cœur et les valeurs Instagram. On sait tous qu'on aime bien s'afficher d'une certaine manière sur les réseaux sociaux en disant je fais tel sport, c'est génial, alors que généralement on est à peine sorti du lit, on s'est habillé et puis on se remet sous la couette. Ça ne présente pas la réelle personne que l'on est. Une valeur de cœur est par contre quelque chose qui nous définit, et ça nous allons voir après ce qui est une vraie valeur. Donc il faut bien faire la distinction, que ce soit au niveau personnel ou au niveau de l'entreprise, entre ce que l'on aimerait être, ce que l'on voudrait montrer, ou bien ce que l'on est réellement, les réelles convictions qu'on a en tant que personne ou en tant qu'entreprise. Donc, qu'est-ce que c'est une valeur? Une valeur, c'est clairement une définition de soi. On va généralement choisir
quelques valeurs. On parle en suivant les méthodes et les personnes qui accompagnent la définition des valeurs. On va partir entre 3 et 8 valeurs généralement dans ces zones-là. Et donc, ces valeurs doivent vraiment nous représenter tel que l'on est aujourd'hui et non ce que l'on voudrait être ou bien ce que les autres perçoivent de nous. Donc, c'est vraiment notre définition propre de ce que l'on est. Ces valeurs vont également conduire les actions qu'on va mener. Donc, si on va faire telle ou telle action au niveau privé, on parle bien de valeurs personnelles. Donc, si on fait des actions au niveau privé ou au niveau professionnel, ces actions doivent être cohérentes avec les valeurs que l'on a. Bien évidemment, ces valeurs ont une durée de vie limitée. On parle généralement de 5 à 10 ans, car évidemment, on n'est pas la même personne à 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 35 ans ou 40 ans. On évolue en fonction de plein de critères comme par exemple la famille, notre entourage, les croyances qu'on peut avoir, des croyances qui peuvent également élever, une certaine culture, qu'on soit de tel ou tel pays ou bien qu'on s'expatrie de tel ou tel pays, nos valeurs peuvent évoluer, mais également au niveau du travail, et plein d'autres aspects viennent également influencer nos valeurs. Donc, comme j'ai dit, ces valeurs ont une durée de vie limitée, car on va fort évoluer. On pourrait commencer en tant que stagiaire à l'âge de 20 ans et encore être aux études. Bien évidemment, nos valeurs ne vont pas être les mêmes qu'à 35 ans si on crée notre propre boîte ou bien si on devient CEO d'une grosse industrie. Donc, effectivement, nos valeurs vont évoluer. Maintenant, on dit que ces valeurs évoluent, et on dit généralement qu'il faut refaire une redéfinition de ses propres valeurs tous les 5 à 10 ans. Ça ne veut pas dire qu'elles changent tous les jours. Si elles changent tous les jours, ce ne sont pas de vraies valeurs. Des valeurs sont quelque chose d'établi, d'ancré, qui, comme je l'ai dit, nous définissent nous en tant que personne, mais également définissent les actions que l'on va mener. Donc, si elles changent de jour en jour, ce ne sont pas de vraies valeurs, mais bien évidemment, notre vie évolue en fonction des différents critères que j'ai évoqués ci-avant. On n'a pas évoqué ça avant. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à l'écrire et je pense que Madame Pirnet ou Madame Piette se fera un plaisir de me les poser si jamais il y en a. Donc, n'hésitez pas à me couper si jamais il y a une question. Comme je ne vois personne, c'est un peu bizarre, donc je ne vais pas tout le temps m'arrêter. Soyez indulgents aussi avec ça. J'ai l'habitude du contact humain pendant les conférences. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a une question jusqu'à présent. Alors, j'en profite peut-être pour expliquer aux étudiants, on est en mode événement, donc vous ne pouvez pas vous exprimer oralement. Par contre, vous trouvez une petite icône avec un phylactère et un point d'interrogation. Et donc, en cliquant à ce niveau-là, vous aurez l'occasion de poser vos questions et nous y sommes attentifs et nous interviendrons, nous, avec vos questions oralement. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut mettre une petite question là ou juste me dire oui, ça fonctionne, j'ai compris dans la petite bulle avec le point d'interrogation? Bon, allez, vous êtes 149, il y en a quand même bien un qui va y arriver. Ils sont tous en train de cuisiner pour manger, c'est pour ça. Bon, si vous ne trouvez pas, est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse d'envoyer ça par mail ou de nous dire au moins… oui, j'interviens 2 petites secondes parce que les questions sont bien là. Oui, d'accord. Ouais. Très bien. Oui, ah oui, oui, oui. Parfait, merci. Super, parfait. Mais donc, comme on vient de le dire, n'hésitez pas à poser des questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre après chaque slide ou bien en fin de présentation. Pour remettre l'historique des valeurs, il faut parler de Monsieur Shalom Schwartz, qui est un peu le parrain, le père fondateur de la réflexion sur les valeurs. Et Monsieur Schwartz a défini 19 valeurs fondamentales. Alors, il faut savoir que ce nombre de 19 est arrivé en 2002. Il avait commencé par 10 valeurs fondamentales je pense que c'est dans les début des années 90, si je ne me trompe pas, où il avait fait une grosse réflexion et beaucoup d'enquêtes sur le terrain à travers le monde pour définir ces 10 valeurs et maintenant 19 valeurs fondamentales. Et donc, le principe de ces valeurs fondamentales, c'est que ce sont des valeurs qui sont retrouvées à travers le monde, donc dans toutes les cultures différentes, parce que comme je l'ai dit, bien évidemment, les valeurs sont influencées par plein de critères différents, plein de facteurs différents, tels que notre culture.
Attention, il y a des mouches. Donc, c'est important de savoir qu'il y a certaines valeurs qu'on va retrouver partout dans chaque société humaine. Des valeurs fondamentales qu'on va retrouver, c'est des valeurs comme le pouvoir, l'accomplissement, la tradition ou bien encore la sécurité. Je vous invite à faire une recherche internet sur Monsieur Schwartz, qui a écrit d'ailleurs un papier sur ces valeurs-là en 2002, justement, quand il est passé de 10 à 19, qui est assez intéressant, où il explique un petit peu toute la réflexion qu'il a eue à ce niveau-là et pourquoi il est passé de 10 à 19. Mais là, je vais rentrer un peu trop dans des détails. Donc ça, je vous laisse le plaisir d'aller lire ce papier qui n'est pas très très long. Il va définir également les valeurs comme des critères qui permettent de prédire les attitudes et les comportements plutôt que des notions morales. Et ça, c'est un point très 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 important quand on va réfléchir sur ses propres valeurs, quand on va définir des valeurs. C'est-à-dire que des valeurs, ce n'est pas une prise de position sur le bien et le mal, mais bien une prise de position, enfin plutôt une prise de connaissance de soi, une définition de soi. Donc il n'y a pas de bonne ou mauvaise valeur. On ne peut pas juger, enfin, on peut le faire de manière personnelle, mais ce n'est pas le but ici, en tout cas dans cette réflexion-ci. On ne peut pas dire qu'il y a telle ou telle mauvaise valeur. Si quelqu'un dit « moi, ma valeur personnelle, c'est la richesse financière », très bien, c'est ce qui définit cette personne-là. Par contre, si une autre personne dit « mais pour moi, une valeur qui me définit, c'est la famille », voilà, il n'y a pas de bonne ou mauvaise valeur. Les valeurs sont là pour définir quelqu'un. Donc ça, c'est très important qu'on va faire cette réflexion-là. Il ne faut pas se mettre de barrière en se disant « oui, mais la richesse personnelle, c'est quand même mal vu aujourd'hui, vaut mieux être écolo, vaut mieux être plutôt partage des richesses, tout ça ». Si c'est votre conviction, très bien. Si ça ne l'est pas, ne la prenez pas parce que c'est un nice to have ou bien parce que la société nous dit que c'est ça qu'il faut avoir maintenant. Ce qui est important, c'est ce que vous pensez sur vous-même, ce que vous ressentez vraiment au fond de vous. Et on verra un peu plus loin comment réfléchir à ces points-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on va décider de définir ses propres valeurs personnelles? C'est tout d'abord pour avoir un cadre de référence, savoir un peu qui l'on est. Ça va nous aider beaucoup on verra, pour comprendre ses actions, mais également pour, quand on va rentrer sur le marché de l'emploi, le marché du travail, pour savoir réellement ce que l'on veut faire et quel type de société nous correspond. De nouveau, nous verrons ça un peu plus tard. Donc ça, c'est important de le savoir, et on verra également pour au niveau des interactions avec l'autre. Comme je viens de le dire, ça permet de définir ses priorités, et donc de savoir si on veut aller dans telle ou telle direction, telle ou telle industrie, tel ou tel marché, tel ou tel pays, mais également telle ou telle société. Ça permet également, en définissant ces valeurs, on parle ici d'un cadre général sur le développement personnel, la connaissance de soi, mais également le développement personnel. Ça permet de généralement connaître ses forces et ses faiblesses, point que nous allons voir juste après. Une fois que nous avons tout ce cadre qui est défini, où on permet de mieux se connaître, de l'avoir par écrit et pas simplement avoir une idée sympa, souvent qu'on a dans des réflexions, et je ne juge pas parce que je l'ai fait, un samedi soir dans des heures tardives autour d'une bonne shop, c'est pas toujours le meilleur moment. Il vaut mieux avoir un moment où on est clair d'esprit, où on peut aussi interagir avec quelqu'un pour avoir quelque chose de clair et précis et qui est clairement réfléchi. Quand on a tout cela, on peut évidemment définir un plan d'action pour se développer. Alors, un autre point que l'on peut analyser quand on fait un développement personnel, il y a bien évidemment les valeurs, mais il y a également une analyse SWOT. Vous connaissez tous bien évidemment l'analyse SWOT, je suis certain que vous en avez déjà fait de nombreuses analyses. Je ne me suis pas arrêté, donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à me couper, parce que j'ai tendance à avancer. Donc une analyse SWOT, on peut la faire sur soi-même également. Donc vous l'avez apprise pour la faire sur une entreprise, sur un projet. Moi, je le propose de le faire sur soi-même. On va bien évidemment ici se focaliser sur les forces et les faiblesses, car c'est ça qui nous intéresse, c'est le jeu. Donc on parle toujours de la partie interne plutôt que de la partie externe. Rien n'empêche d'analyser la partie externe. Une fois que vous avez analysé ces forces et faiblesses en faisant une réflexion personnelle, donc une réflexion seule pour bien voir tout cela, vérifiez les résultats de cette auto-analyse auprès de proches, donc de personnes qui vous connaissent vraiment bien, pour vous dire, mais non, cette force-là, tu ne l'as pas vraiment, je pense que c'est une fausse croyance. Par contre, telle faiblesse, c'est n'importe quoi, tu es de nouveau en train de te dénigrer, tu es, par exemple, très bon orateur, tu n'es pas du tout timide, tu prends toujours la parole, donc ça, c'est faux. Donc c'est important de pouvoir le tester parce que
notre vision personnelle peut parfois être biaisée par rapport à la vision que d'autres personnes peuvent avoir, et donc ça permet aussi de se grandir, d'avoir des avis extérieurs afin de mieux se connaître, mieux se comprendre, d'où l'importance d'exercices sur le développement personnel, de certes le faire seul et avec un temps de réflexion assez important, et même parfois en plusieurs phases, en plusieurs jours, en plusieurs semaines, mais également de challenger certains résultats avec des personnes proches de nous qui nous connaissent bien, afin de voir est-ce que je suis dans le bon chemin ou est-ce que non, ou bien est-ce que les personnes aussi me voient de manière complètement différente par rapport à ce que je ressens. Donc c'est toujours parfois une bonne révélation à avoir. Et en faisant une SWOT, on va pouvoir aussi clarifier des valeurs personnelles que l'on pourrait avoir. Je vais faire encore un slide, puis je ferai une pause pour les questions, parce que le slide correspond à celui-ci. C'est une fois que nous avons fait cette analyse SWOT, il faut évidemment tirer un plan d'action. Faire une bête analyse et ne rien en faire, c'est bien, mais c'est plus important d'en faire quelque chose par après. Donc, moi, je vous conseille toujours de faire un plan d'action. Et donc, par rapport à ce SWOT, une fois que vous l'avez fait et que vous l'avez testé, par rapport à vos forces, il faut bien les comprendre et savoir comment les utiliser, donc pour les mettre vraiment en avant, pour en tirer un maximum. Par contre, pour ces faiblesses, il faut également bien les identifier pour contrer leur effet, et ça, on va le faire à travers des formations, des études, des activités supplémentaires. Ça peut être, par exemple, si on est fort timide et on n'ose pas prendre la parole, faire des cours de théâtre ou d'improvisation peut être un excellent remède pour contrer cette faiblesse-là, même dans le monde de l'entreprise. Et pour les opportunités, c'est bien de les définir, comme ça on ne se disperse pas, on ne va pas dans tous les sens. Surtout quand on est plus dans le début de vingtaine, on a tendance à avoir plein d'idées et tout est génial, et on est un peu girouette, on va dans tous les sens. Si on définit les opportunités et donc les priorités, on va éviter de se disperser, de tout le temps aller à gauche, à droite, et donc d'avoir un plan sur le plus long terme et de bien définir les étapes pour y arriver. Pareil pour les menaces, on identifie des risques et on s'y prépare, on essaye de soit être prêt pour ces risques qui sont inévitables, ou bien au contraire d'éviter ces risques-là et d'éviter de se retrouver face à un mur qu'on ne sait pas surpasser. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions jusqu'à présent. Non, il n'y a pas de questions pour le moment. Il y a juste une demande d'avoir les PowerPoint, mais j'ai pris l'initiative de dire OK. Il n'y a pas de problème. Il y a eu un petit changement par rapport à l'année passée, vu que c'est en webinaire et plus en présentiel. Je vous enverrai la nouvelle version où il y a quelques notes qui peuvent être intéressantes par rapport à ça. Notamment, je vois mes notes ici maintenant, sur ce fameux plan d'action. N'hésitez pas à prendre d'établir des objectifs SMART que vous connaissez tous. Les objectifs SMART, ce sont donc bien les objectifs qui sont spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes et temporels. De nouveau, certain que c'est quelque chose que vous avez vu en cours, c'est quelque chose d'assez connu pour le moment. Mais donc, définissez bien ces objectifs-là, qui soient clairs et précis, afin que vous puissiez les atteindre et ne pas vous retrouver à quelque chose de trop théorique, de trop dans la réflexion, mais quelque chose d'assez terre à terre. Voilà, un petit peu pour l'histoire, la théorie, si on peut dire ça. Venons-en maintenant un petit peu à l'application dans la vie professionnelle. Donc, comme je l'ai dit, c'est assez important dans le milieu du travail de pouvoir se connaître, pouvoir se définir, et donc faire un travail de réflexion personnelle sur ses valeurs, sur ses forces et ses faiblesses, va permettre de mieux se comprendre également. Mieux comprendre pourquoi on est plus, par exemple, plus efficace ou plus performant dans des travaux de groupe plutôt que dans l'étude pour un examen. C'est un peu important de le savoir. On peut également mieux comprendre ses actions. Si on réagit de telle ou telle manière, ou bien si on est plutôt à relever tel ou tel défi, c'est important de savoir, tiens, c'est parce que j'ai telle ou telle valeur. Et donc, de nouveau, on définit ce cadre de référence qui permet de plus rapidement et plus facilement se comprendre, mais également prendre des actions, prendre des décisions par après. Encore une fois, comme on l'a dit juste avant, on va accentuer ses forces personnelles, corriger ses faiblesses, et grâce à tout ça, développer un plan de formation afin de s'élever le plus possible, car je peux vous le jurer, même si vous dites, moi après les études, la formation, c'est fini, je veux travailler, vous allez très vite retourner sur le chemin de la formation. On a tendance à ne pas arrêter à se former. On voit d'ailleurs avec les seniors qui retournent à l'université, avec l'université
des seniors, je crois, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc voilà, donc vraiment c'est important de pouvoir avoir ce plan de formation pour savoir exactement tiens, vers où je vais, quelles sont les étapes et quels sont les challenges que je dois relever et comment est-ce que je peux relever ces challenges-là, quelles sont les formations qui vont m'aider à relever et à surpasser ces challenges-là de manière la plus efficace possible, tout en me respectant et en étant heureux dans ce que je fais. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que tout ce travail de développement personnel n'est pas non plus pour être le meilleur Mandai, c'est pour être heureux dans ce que l'on fait, et généralement quand on est heureux, on est très performant. Alors, le fait de faire tout ce travail de réflexion sur soi, ce n'est pas que pour soi, je parle dans le milieu du travail, ça permet également de mieux connaître ses collègues. Car si on a fait un travail de réflexion sur soi, on sait quel est le cheminement, on comprend mieux ses propres actions, et donc ça va être plus facile d'identifier et de comprendre les actions de ses collègues. Et comme on a ce petit feeling de comment identifier ses propres valeurs, on va pouvoir avoir, je ne dis pas les vraies valeurs, mais en tout cas avoir une idée sur les valeurs d'une certaine personne, et donc on va pouvoir mieux communiquer avec cette personne. Si on communique mieux avec cette personne-là, en tant que collègue ou en tant que leader, en tant que manager, on va vous demander d'obtenir les meilleures performances de leur part. Et de nouveau, si on ne connaît pas la personne avec qui on va communiquer, avec la personne avec qui on travaille, si on lui demande des choses qui vont à l'encontre de ses valeurs, vous obtiendrez du travail soit médiocre, soit fait avec des pieds de plomb, ou bien qui va prendre beaucoup de temps. Par contre, si vous venez si vous brossez dans le sens du poil, si vous travaillez avec lui par rapport à ses valeurs, si vous communiquez d'une manière qui est cohérente par rapport à sa personne, à lui-même ou à elle-même, eh bien, vous aurez une bien meilleure performance d'elle et une meilleure communication, une meilleure relation générale avec vos collègues ou vos employés et également vos patrons. Il ne faut pas croire que c'est seulement pour les personnes du même niveau ou en dessous, ça marche évidemment avec les personnes au-dessus. Si on a une hausse de salaire à demander ou bien des demandes en plus par rapport à une négociation de contrat, connaître la personne qu'on a en face de soi et donc connaître ses valeurs, sa raison d'être, qui elle est réellement, permet d'avoir une meilleure communication et donc d'arriver plus facilement à ses fins. Si vous êtes indépendant, patron d'entreprise ou manager et que vous devez recruter quelqu'un, l'exercice des valeurs va permettre d'avoir un bon match. Et donc, avoir quelqu'un qui va facilement s'intégrer à votre manière, à votre leadership, aux valeurs de l'entreprise, mais également du sous-groupe, donc du groupe de travail de l'entreprise, va permettre que cette personne de 1 va être performante beaucoup plus rapidement, va vite s'intégrer et ne risque pas de partir dans les quelques mois qui suivent. Donc, l'exercice des valeurs n'est pas seulement pour des personnes existantes, c'est également pour les nouveaux arrivants. C'est un travail qu'on fait régulièrement avec nos clients. D'ailleurs, quand ils doivent engager quelqu'un, on les invite très régulièrement à d'abord définir leurs propres valeurs personnelles et d'entreprise, mais également de faire cet exercice-là avec les personnes qui postulent pour l'offre d'emploi qui est proposée et de s'assurer qu'il y a un match et en tout cas qu'il n'y a pas une discordance complète entre les valeurs de la personne qui postule que la personne qui engage. Très important à ce niveau-là. Alors, grâce à cet exercice de valeur, on va également développer son empathie. Comme je viens de l'expliquer, l'empathie, c'est le fait de pouvoir mieux ressentir ce que la personne en face de nous ressent, mieux comprendre ses émotions. Et l'empathie, qui est un soft skill, on sait que c'est une compétence de plus en plus importante. On sait d'ailleurs que c'est l'Union européenne ou la Commission européenne, je ne sais plus, vient de lancer un plan de développement des soft skills sur les 5 prochaines années, je pense, où ils vont vraiment mettre en avant le développement et l'importance des soft skills en entreprise, que ce soit dans les entreprises financières ou même dans des industries où on va trouver beaucoup d'ouvriers, où on va mettre en avant maintenant le côté soft skills, même des personnes manuelles, alors qu'avant on se disait un soft skill pour quelqu'un de manuel, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais au contraire, ça apporte énormément d'avantages de travailler sur ce plan-là également, en plus évidemment des connaissances plus hard skills. En développant son empathie, on va également pouvoir devenir une personne de confiance par rapport à ses collègues, à ses subordonnés, également à ses patrons, mais également à son entourage proche, ou même des personnes plus lointaines qu'on rencontre directement. L'empathie est vraiment un atout majeur qui permet
de s'élever, en tout cas dans l'univers du travail, et que ce soit d'une société humaine, hein, une société de l'homme, à une autre. L'empathie est quelque chose de très important. Je l'ai vécu moi-même quand je suis parti en Chine, qui est une culture et une manière de faire au niveau humain très différente. L'empathie est quelque chose qui m'a énormément aidé, justement dans les premiers pas en travaillant là-bas dans des structures de travail complètement nouvelles. Voilà, je te fais une petite pause pour prendre de l'eau, et si jamais une question, c'est maintenant. Oui, il y a une petite question, mais on va revenir un petit peu en arrière parce que ça concerne la SWOT personnelle, oui, où des étudiants se demandaient s'il était possible d'avoir des exemples de menaces et d'opportunités. Bien sûr, alors je vais revenir. Voilà. Évidemment, on appuie trop et puis ça ne va plus. Voilà. Alors, des menaces et opportunités. Alors, comme là, on parlait évidemment d'une SWOT au niveau personnel, alors une opportunité, on va parler de l'externe, donc ce qui nous concerne moins en tant que personne interne, on va dire ça. Hein. Une opportunité pourrait être mais tiens, j'ai un certificat en découpe laser. L'exemple, ça, ce serait une force d'avoir ce certificat-là. Par contre, on sait que sur les 10, 15, 20 prochaines années, la découpe laser va être un point crucial sur le marché du travail. Ça va être plutôt une opportunité. Ça ne nous correspond pas. On a ce certificat-là, mais c'est nous. Par contre, le fait de savoir que ça va être une grosse débouchée, que ça va il y aura une demande par rapport à ça sur le marché du travail, ça peut être une opportunité. Un exemple comme un autre, il y en a plein d'autres. Une menace, si vous êtes par exemple indépendant, vous souhaitez créer votre entreprise, on sait que les premières années vont être très difficiles en termes d'heures de travail, en termes également d'investissement personnel, mais également financier, parce que vous pouvez être responsable au point de vue financier et surtout, vous n'aurez, ça vous en êtes certain, quasiment aucune rentrée financière pendant les premiers mois, voire même premières années. Et donc, si l'un de vos proches a une dette qui pourrait vous retomber dessus d'une manière ou d'une autre, cela pourrait être une menace. Ça pourrait être un frein à un moment où vous vous retrouviez, je dois maintenant rembourser une dette qui n'était pas la mienne, hein, mais qui m'est tombée dessus tout d'un coup. J'ai une dette qui me tombe dessus, je dois la rembourser. Mon activité en tant que porteur de projet où je ne vais pas gagner d'argent dans les 3 prochaines années n'est plus du tout compatible avec la réalité financière de ma situation personnelle. Donc ça peut être une menace externe. Je ne sais pas si ça répond plus ou moins aux questions. Donc vraiment là, on pense force et faiblesse, ce qui est nous, notre intérieur, notre réflexion quand on pense à nous-mêmes, et les opportunités et les menaces, ce qu'il y a en dehors, ce qui pourrait nous impacter, mais qui n'est pas de nous-mêmes, qui ne ressort pas de nous-mêmes. Je ne sais pas si ça répond plus ou moins aux questions. Merci, j'espère. Si je peux donner plein d'autres exemples après, s'il le faut, n'hésitez pas s'il faut revenir là-dessus. Donc voilà, je retourne, j'étais dans l'empathie. Alors, on me demande ici, est-ce que les langues peuvent être une menace? Les langues. Alors, les langues, non, serait plutôt une faiblesse, car la langue, c'est quelque chose d'interne. Maintenant, on pourrait dire que ça pourrait être plutôt une opportunité. Je dirais dans le sens où par exemple, je parle mandarin, c'est une force, mais on sait que dans 20 ans, la Chine sera partout et que donc tout le monde devra parler mandarin, ce ne sera plus anglais. Là, ce sera une opportunité si on l'a dans notre force. Et à contrario, du coup, ça pourrait être une menace. Et alors, oui, il y a encore une autre. Bien sûr, bien sûr. Si on pense que l'on n'a aucune valeur, est-ce qu'il est important de le mentionner auprès de ses collègues ou supérieurs ou faut-il le garder pour soi? Qu'on n'a aucune valeur. Aucune, oui. Ça, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je pense que tout le monde a des valeurs. Maintenant, il est peut-être difficile pour une personne d'identifier ces valeurs-là. D'où l'importance de faire un travail en binôme avec quelqu'un qui peut nous challenger sur les valeurs, qui peut nous aider à s'élever dans cette réflexion-là. D'où mon conseil de faire avec quelqu'un qui a une formation
en coaching exécutif, donc mais vraiment une formation certifiante, pas quelqu'un qui se dit je suis coach aujourd'hui parce que je parle bien avec les gens, c'est pas du tout la même chose. Mais là, je conseille vraiment de travailler avec quelqu'un. Dire qu'on n'a pas de valeur, ça, alors, je pense que c'est plutôt dû à une mauvaise compréhension de ce qu'est vraiment une valeur et que peut-être, effectivement, c'est difficile d'identifier ses propres valeurs. Et ça, je ne le renie absolument pas. C'est un travail très fatigant, très complexe, qui peut prendre beaucoup de temps, mais qui est hyper bénéfique. Dire qu'on n'a pas de valeur, alors je pense que cela veut dire, c'est pas une mauvaise chose, ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail à faire et donc il y a sûrement des très chouettes découvertes à faire sur soi-même, des chouettes réalisations à se dire, tiens, waouh, en fait il y a ça sur moi, c'est vraiment un truc hyper important, je ne m'en rendais pas compte, mais effectivement c'est quelque chose qui mène mes actions, qui mène ma vie depuis très longtemps, mais je ne m'en rendais pas compte, j'avais pas de mots à mettre dessus. Donc voilà, donc je pense que c'est plutôt le travail qui n'a pas encore été fait. Mais dire qu'on n'a pas de valeur, je serais très étonné et je ne pense pas que ce soit possible. Je suppose que c'est bon, donc je continue. Oui, merci. Donc, on parlait des valeurs plus au niveau personnel. Alors maintenant, est-ce que les valeurs personnelles sont les mêmes que les valeurs en entreprise? Alors déjà, on va parler de valeurs d'entreprise ou valeurs en entreprise. Nous, chez Coursum, donc dans ma boîte où nous avons fait toute cette réflexion-là au niveau des valeurs, on va parler de valeurs en entreprise plutôt que de valeurs d'entreprise. Et là, je fais le parallèle avec mon premier slide entre valeurs de cœur et valeurs Instagram. Des valeurs d'entreprise, pour nous, c'est plus ce que une société va mettre en avant parce que ouais, c'est sympa quand même de dire qu'on est pour le développement durable. Ok, mais est-ce que vous le faites vraiment, le développement durable? Est-ce que c'est vraiment intégré dans votre philosophie, dans votre stratégie, dans votre opérationnel, dans le day-to-day, dans la boîte? Est-ce que c'est réel ou pas? C'est peut-être plus une question d'image à ce moment-là. Par contre, une valeur en entreprise, on parle de question de langue ici, mais c'est très important comme nuance. Une valeur en entreprise veut dire que cette valeur est certes mise en avant, on communique dessus, mais par contre, elle est intégrée dans toute la stratégie interne, dans la communication interne et dans l'opérationnel interne de la société. Et donc ça, c'est très important comme nuance entre les deux. Et une question qu'on va souvent se poser, est-ce qu'on peut les transposer d'un champ à l'autre? Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'une valeur personnelle peut directement être transposée à une valeur en entreprise? Eh bien, pas spécialement. Par contre, ça permet de s'aligner, de se synchroniser avec une entreprise. Vous allez voir, si vous décidez de créer votre propre boîte, vos valeurs personnelles ne seront peut-être pas exactement les mêmes que vos valeurs en entreprise. Ça, c'est pas un problème tout. Par contre, si vous avez des valeurs complètement opposées entre vos valeurs personnelles et la valeur de la société que vous allez créer, c'est pas sûr que vous allez être motivé très longtemps. À part s'il y a juste l'aspect financier, mais alors à ce moment-là, il faut être certain que l'aspect financier est une de vos valeurs. Mais c'est OK, il n'y a pas de problème. Il faut juste être cohérent par rapport à ça. Pareil, si vous faites une recherche d'emploi, si vous connaissez bien vos valeurs et vous connaissez les valeurs d'une entreprise pour laquelle vous allez postuler et vous êtes certain que ce sont des valeurs réelles qui sont vraiment implémentées dans la société, au cœur de la société, et que ce ne sont pas juste des valeurs d'image, à ce moment-là, ça permet de savoir, tiens, est-ce que c'est une entreprise dans laquelle je vais me sentir bien, dans laquelle je vais pouvoir évoluer, dans laquelle je vais être motivé, dans laquelle j'aurai envie de grandir. Et ça permet également d'éviter de rentrer dans une boîte et au bout de 6 mois dire j'en ai marre, on ne me comprend pas, c'est pas du tout ça que je voulais, c'est pas ça que j'imaginais, ils comprennent rien ici, et puis on s'en va et on se retrouve de nouveau sur le marché du travail, et c'est pas quelque chose d'agréable. Donc voilà, c'est important de pouvoir bien identifier les valeurs d'une entreprise. Un exemple qu'on prend très régulièrement pour montrer que des valeurs en entreprise sont importantes et qu'on ne peut pas utiliser ces valeurs-là de manière purement commerciale ou marketing, c'est le cas d'Enron. Enron, peut-être une société que vous ne connaissez pas, ça fait longtemps qu'elle n'existe plus, mais en tout cas on en parle encore très souvent parce que ça a fait des vagues pendant très longtemps. La société Enron avait comme valeur en 2000, et ce sont des valeurs qu'elle a communiquées lors de son conseil d'entreprise à tous ses investisseurs et ses administrateurs, elle disait que voilà, les valeurs, c'est la communication, le respect, l'intégrité et l'excellence. Alors,
Juste après cette grande assemblée où ils ont communiqué leurs valeurs en disant c'est génial, regardez qui on est des gens bien, il y a eu des manipulations d'informations. Ils ont manipulé leur compte, il y a eu des tromperies par rapport à leurs investisseurs, et cette société a fait faillite en 2001 et a entraîné également le démantèlement d'Arthur Andersen & Co. en 2002. Suite à ce cas-là, certains cadres ont eu des peines de prison, donc c'est quand même pas rien comme fraude qui a eu lieu. Et donc on peut voir ici qu'il y a une incohérence complète entre ce que la société fait et ce qu'elle donne comme image. Et ça, c'est important de pouvoir creuser derrière pour bien les comprendre. Parce que si une société dit quelque chose, ce n'est pas nécessairement vrai. Il faut être certain qu'elle les intègre dans sa stratégie interne. Je pense, sauf s'ils les ont changés, que Total utilise encore comme valeur le développement durable. Bon, certes, ils font peut-être du développement sur des éoliennes ou autres dans un petit département quelque part parce que c'est sympa, mais leur base première, c'est quand même d'aller pomper du pétrole à certains endroits avec des stations offshore ou autres. Pas très écolo, pas très durable comme développement. Donc, est-ce que c'est réel? Ça vaut la peine de se questionner. Est-ce que les autres valeurs sont donc vraiment des valeurs intégrées dans la société? Donc voilà, c'est important de bien identifier les valeurs, de pouvoir les tester et savoir si ce sont des réelles valeurs ou bien c'est des valeurs qui disent c'est sympa, ça fait chouette pour le moment, quoi. Faites gaffe à ça. Comme je viens de le dire, ces valeurs sont trop souvent un slogan commercial et donc pour qu'elles soient réelles, elles nécessitent une réelle implication dans le day-to-day de la boîte en interne, c'est vraiment très important. Et la vision que les valeurs vont donner, cette vision va être une vision qui est réaliste plutôt qu'idéaliste. Il vaut mieux avoir des valeurs qui font un peu moins rêver, qui sont un peu plus terre à terre, qui sont un peu plus en accord avec ce que l'on fait, plutôt que de vouloir vendre du rêve à nos clients, à nos partenaires, à nos fournisseurs, et qu'on soit complètement à côté de ça. À ce moment-là, notre communication n'est pas cohérente avec ce que l'on est réellement. Encore une fois, il vaut mieux avoir des valeurs qui nous sont chères, qui nous sont propres, mais qui sont peut-être un peu moins vendeuses, mais ce n'est pas grave. Elles nous correspondent réellement. Et ça, c'est très, très, très important. Donc là, on voit souvent la citation de M. Lencioni. Donc, si vous ne voulez pas accepter la souffrance que les vraies valeurs impliquent, ne vous fatiguez pas à les formuler des déclarations de valeurs. Donc, c'est ce que je viens de dire. Ne dites pas ce que les gens veulent entendre, dites ce que vous êtes réellement. C'est bien plus important. Et vous y gagnerez à la fin en confiance avec vos clients, vos partenaires, vos fournisseurs. Et cette relation de confiance sera bien plus intéressante sur le long terme, en tout cas, pour votre société, votre entreprise. Par rapport aux valeurs en entreprise, ici on va mettre d'entreprise, il y a un bouquin que je vous invite à regarder, c'est le Dictionnaire des valeurs d'entreprise de M. Claude et M. Walloff. C'est un bouquin par deux chercheurs français, si je ne me trompe pas, qui ont relevé des valeurs d'entreprise et qui a permis d'en identifier un certain nombre. Je crois qu'ils sont à 80 quelque chose, je ne me souviens plus du chiffre exact. Et ce qui est surtout intéressant, c'est de voir un petit peu, ils ont fait le test, une analyse donc, sur une longue liste, je ne sais plus le nombre de sociétés françaises, c'est un bouquin français, voir un petit peu quelles étaient les valeurs les plus répertoriées, donc la numéro 1, 2, 3, 4, 5 et tout ça. Et ils ont fait une comparaison par rapport, alors est-ce que c'est les valeurs américaines ou bien les valeurs mondiales qu'on trouve dans les sociétés au niveau, dans les autres pays. Donc ils ont un peu testé, voir un petit peu ce que la culture avait comme influence entre les valeurs dans un certain pays, dans un schéma particulier, et le reste des valeurs, voir un petit peu quelle est la nuance par rapport à ça. C'est assez intéressant, et ils vont également définir, c'est un dictionnaire, nous le long, ils vont définir chacune des valeurs, ce qu'elle implique, ce qu'elle veut réellement dire. Donc ça c'est intéressant à lire, en tout cas comme réflexion à avoir par rapport à tout cela. Des questions? Ça me permet de boire un petit verre. Ok. Alors, oui, il y a une question. Il y a une étudiante qui demande si vous pouviez répéter la différence entre une valeur en entreprise et une valeur d'entreprise.
Oui, alors là, c'est un petit exercice mental que nous, on s'est fait dans notre boîte en faisant cette réflexion-là, qui est une réflexion qui a quand même duré plus de 2 ans avant qu'on aboutisse à au résultat qu'on a actuellement. Donc, c'est une réflexion de longue haleine. Comme vous voyez, les valeurs, c'est pas juste une soirée entre potes et puis on définit ce qu'on veut. Donc, nous, on fait la différence entre les valeurs d'entreprise comme étant les valeurs que l'entreprise va mettre en avant et les valeurs en entreprise, qui sont les valeurs qui sont des réelles valeurs. Donc de nouveau, je reviens à ce premier slide, qui sont les valeurs de cœur et les valeurs d'Instagram, les valeurs en entreprise et les valeurs d'entreprise. Donc la différence entre est-ce que ce sont des valeurs qui vont juste être là pour se montrer, pour le show, pour une image de marque, pour la communication, le marketing et autres, ou bien est-ce que ce sont des valeurs qui sont réellement présentes dans le day-to-day, dans la manière de gérer la société, la manière de gérer les employés, la manière de communiquer en interne, de former, de développer et aussi d'interagir avec les partenaires externes. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui. Super, parfait. Les valeurs sont également un socle important quand on va définir la stratégie d'une entreprise. Donc là, on parle vraiment d'une création ou bien d'une réflexion stratégique qu'on peut avoir de temps en temps. Et les valeurs, en réalité, c'est de la motivation, c'est de la conviction, c'est de la communication, mais ce n'est pas de la morale ou de l'éthique. Donc de nouveau, c'est important de communiquer sur ces valeurs, c'est important d'y croire énormément, d'être convaincu par ces valeurs-là, de les respirer tous les jours, de les transpirer même tous les jours. C'est important de transpirer ces valeurs, et ces valeurs-là doivent nous motiver. C'est quelque chose qui va nous tirer vers l'avant. C'est très important. Par contre, de nouveau, on ne va pas, il vaut mieux avoir de réelles valeurs et communiquer sur des valeurs qui sont plus réalistes, plutôt que de vendre du rêve et se caler à une certaine morale ou à une certaine éthique. C'est pas ça qu'on veut ici. Ce qui est important, c'est de pouvoir se définir. D'accord ? Ce n'est pas de correspondre à un moule, mais c'est de dire qui on est clairement, que ce soit clair pour les personnes externes. Et donc, de nouveau, les valeurs, c'est un socle très important pour la réflexion stratégique de son entreprise. Nous voyons les valeurs comme vraiment un des points clés avec la vision pour la création de la mission de l'entreprise. Donc on va définir les valeurs, quelles sont les valeurs que l'entreprise va mener, quelles sont les valeurs qui définissent la société qu'on est en train de créer, quelle est la vision que l'on veut atteindre, et la mission, comment est-ce qu'on va y atteindre, quelle est notre manière d'opérer pour atteindre à cette vision-là. Donc les valeurs sont vraiment un socle important. Pour atteindre, pour réaliser cette réflexion-là, vous connaissez sûrement tous le cercle d'or de Simon Sinek. Simon Sinek, il est philosophe ou il est marketeur, je ne sais même plus. Mais en tout cas, il fait plein de vidéos sur tout ce qui est motivation, leadership. Il y a plein de vidéos qui sont très très intéressantes d'avoir de lui, tout en anglais, mais il y en a beaucoup qui sont sous-titrés maintenant. Et donc, le Golden Circle, comme vous le connaissez sûrement, donc le cercle d'or, c'est l'idée de vendre le pourquoi d'existence de la société plutôt que le quoi. Et lui, dans son exemple, il va prendre le cas d'Apple, qui Apple ne dit pas « je vends un ordinateur très performant » et dit « on vend une manière de penser ». C'est très puissant comme différence. Et donc, cette réflexion-là de plutôt vendre son pourquoi, sa raison d'être, est beaucoup plus puissante que plutôt dire on vend un produit. Si on dit je vends un ordinateur puissant, ok, ouais, mais quelle différence par rapport à Dell? Il n'y a pas vraiment de point de différence, c'est pas très sexy par rapport aux autres. Par contre, on dit je vends une manière de penser différente des autres. Ah ouais, là c'est quand même plus important, c'est quand même plus puissant. Et il le pense réellement. En tout cas, ça a été lors de l'ère Steve Jobs, c'était vraiment le cas, c'était de penser différemment, de faire évoluer leurs produits. Donc ça, c'était vraiment un cas très important et on le voyait dans leur manière de faire. Donc voilà un peu comment on le fait. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Oui, il y a encore une question qui est: et si nos valeurs ne sont pas spécialement vendeuses, est-ce qu'il vaut mieux ne pas communiquer du tout dessus, ou est-ce qu'il vaut mieux pour la transparence, qui peut devenir une valeur, l'honnêteté, la transparence? Bonne question, une bonne réflexion. C'est intéressant. Alors, des valeurs qui ne sont pas vendeuses,
Ok, je pense qu'il y a toujours un moyen de vendre une valeur, ça dépend aussi du public que l'on a, hein. Si on dit que notre valeur, c'est la richesse financière et que nos clients, c'est plutôt des gens de Wall Street, ça va, c'est vendeur, ça fonctionne bien. Par contre, si on essaye de vendre des gens qui sont plutôt au partage de richesse et autres, là, c'est vrai que ça pourrait être moins vendeur. Mais est-ce que du coup, c'est le bon public cible? Une autre réflexion à avoir. Moi, j'aurais plutôt tendance à pousser la réflexion plus loin, plutôt que de donner une réponse oui ou non, parce que ce serait un peu facile ici, et je pense que ça dépend du cas. Pousser bien la réflexion en étant d'un sûr et certain, est-ce que ce sont bien les valeurs que l'on a? Est-ce qu'elles sont réellement vendeuses ou pas? Je ne sais pas, je pense que là, c'est plutôt des techniques de communication et de marketing. De voir est-ce que notre cible est la bonne cible et est-ce que du coup ces valeurs-là correspondent à notre cible, est-ce que ça leur parle. Donc voilà, je pense qu'il faut pousser la réflexion plus loin plutôt que se dire moi mes valeurs c'est la richesse, c'est pas vendeur pour le moment, je vais pas le dire. Je suis pas certain de ça. Je pense qu'il faut passer plus de temps sur la réflexion, voire un peu plus large, éventuellement s'aider de personnes externes pour s'aider à avoir une vue d'hélicoptère un peu plus élevée, de voir un peu plus l'entièreté du projet et des intervenants dans le projet pour bien évaluer si oui ou non ce sont des valeurs qu'il faudrait communiquer ou pas. Mais je ne veux pas dire oui ou non. Je pense qu'il faut y réfléchir plus loin. Merci. Avec plaisir. D'autres questions? Ok. Non, j'en vois pas d'autres. Super. Alors, on va passer maintenant à la partie plus pratique, pour voir un petit peu, parce que je parle des valeurs, les valeurs, ouais, c'est bien les valeurs, mais comment est-ce que je les trouve? On a entendu, si je n'ai pas de valeur, c'est quoi? Il y a des méthodes pour arriver à identifier ces valeurs-là. Alors, pour identifier ces valeurs-là, nous, on conseille fort de faire cet exercice à deux. C'est possible de le faire seul, mais c'est beaucoup plus complexe et je pense que la réflexion va être moins poussée et donc moins profonde et moins intéressante. Elle sera peut-être même moins pérenne dans le temps. Donc je pense que c'est important de faire ça à deux, pouvoir challenger. Si possible, de s'entourer de quelqu'un qui a une formation bien spécifique là-dedans. Je pense par exemple au coaching exécutif, je parle de ça parce que c'est ma formation. Car ce sont des personnes qui ont des techniques, ils ont l'habitude, telle ou telle question, ils connaissent, ils savent mieux lire une personne et donc peuvent aider à creuser une réflexion, challenger une réflexion afin de soit remettre en question une valeur qui a été sélectionnée ou bien réellement l'ancrer pour être certain que c'est une très bonne valeur qui va y rester là. Donc, voilà. Il existe évidemment plusieurs méthodes. Il y a plusieurs méthodes disponibles sur le net. Il y a même plusieurs listes de valeurs disponibles sur le net. Je ne vais pas expliquer d'autres méthodes car ce ne sont pas les nôtres. Je vais expliquer notre méthode à nous, donc la méthode Coursum. Donc comme j'ai dit, c'est une réflexion que nous avons eue pendant près de 2 ans. Au bout de ces 2 ans-là, nous avons défini une liste de 52 valeurs. Alors pourquoi 52 ? C'est parce que c'était un chiffre qui nous correspondait bien, notamment au point de vue communication, parce que ça faisait une valeur à partager par semaine sur les réseaux sociaux, donc on trouvait ça sympa. Lors de la sélection de ces 52 valeurs, qui sont des valeurs qui peuvent être personnelles, mais qui se réfèrent toujours au cadre du travail, donc on ne parle pas d'une valeur personnelle plus sur les loisirs, sur la partie personnelle, mais plutôt une valeur qui va se retrouver en entreprise. Et nous avons développé un petit jeu de cartes que vous voyez ici, mais également à l'image, avec les 52 valeurs. Et on voulait pouvoir aider la personne à bien comprendre ce que telle ou telle valeur voulait dire. Donc on a créé des définitions pour chacune des valeurs. On a travaillé notamment avec un professeur de langue slave, un traducteur entre le langue slave et le français, un professeur de l'ULB qui nous a aidé à bien réfléchir sur les mots et sur les définitions qu'on allait mettre dessus. Donc on a à chaque fois défini, évidemment c'est la version anglaise que j'ai ici, une définition derrière et une citation pour la remettre un peu dans son contexte et un antonyme afin de vraiment pousser la compréhension du mot, de la valeur qu'on est en train de définir au maximum. Je pense qu'il reste certains jeux de cartes à l'effet que s'il n'y en a plus, je me ferai un plaisir de venir en déposer pour que vous puissiez le voir. Notre méthode à nous, donc on a ce jeu de cartes,
Notre méthode à nous, c'est d'abord prendre connaissance de l'autre. Afin de bien pouvoir aider une personne à identifier ses valeurs personnelles, il faut pouvoir la connaître. Il faut pouvoir, je ne dis pas qu'il faut être ami de longue date, mais il faut au moins avoir eu un échange pour comprendre son parcours, ressentir un petit peu la personne. Il y a un peu beaucoup de ressenti personnel entre une personne et une autre, avoir de l'empathie, créer déjà ce lien, cette confiance, parce qu'on va rentrer parfois dans des questions pas faciles, si on parle notamment de religion, de spiritualité, d'argent, de famille, ça peut être des questions qui fâchent, et là, moi, en tant que coach, je dois pouvoir me permettre de pousser la personne dans ses retranchements, de vraiment la pousser le plus loin possible, et de poser des questions qui dérangent, afin de pouvoir confirmer ou pas, de challenger certaines idées, certains ressentis de la personne en face de moi, pour qu'elle soit certaine que la valeur qu'elle sélectionne, c'est une réelle valeur, et c'est pas simplement j'aimerais être ça, ou bien je pense que je suis ça. Donc nous utilisons le jeu de cartes de valeurs Coursum ici. On va d'abord toutes les étaler sur une table, donc les 52 cartes. On va d'abord ensuite éliminer les valeurs qui ne correspondent pas du tout. Ça ne sert à rien qu'on passe des heures à réfléchir et à blablater sur des valeurs qui ne correspondent pas directement. Si on dit par exemple que la valeur de responsabilité, c'est la responsabilité, je m'en fous complètement, j'ai pas envie de responsabilité, c'est pas mon truc. Ça ne sert à rien d'y passer 2 heures à réfléchir là-dessus. Je vais peut-être poser une ou deux questions pour challenger, pour être certain, mais on passe très très vite à une autre élimination. Donc on va éliminer toutes celles-là. Et ensuite, quand il reste un certain nombre de valeurs, moi je vais passer à tout ce qui est les questions et les analyses des choix. Donc je vais poser beaucoup de questions pour challenger la réflexion, demander pourquoi cette valeur-là, demander des exemples concrets et m'assurer que ces valeurs sont des réelles valeurs. Et par rapport à ça, les valeurs ne sont pas des « j'aimerais avoir » ou « j'aimerais être », mais plutôt des « je suis ». Donc je suis vraiment telle ou telle valeur, cette valeur me représente au plus profond de moi, ce n'est pas quelque chose que je voudrais devenir ou ce n'est pas quelque chose que j'aimerais avoir. Alors, des questions qu'on peut se poser quand on fait cet exercice-là dans la sélection de ces valeurs personnelles, c'est est-ce que cette valeur me définit ou bien est-ce que c'est une valeur que je souhaiterais développer? De nouveau, c'est quelque chose qui est en marche ou c'est quelque chose que je n'ai pas encore? Voilà, c'est important de savoir, c'est vraiment quelque chose qui nous définit, qui est vraiment intégré en nous, dans notre personnalité, dans notre manière d'être et dans notre manière de faire. Ça, c'est très important. Et également, comme on va tester ces valeurs-là, souvent avec mes clients, on fait l'exercice, puis je leur dis, retournez chez vous, dormez dessus, réfléchissez encore, validez vos choix, et ensuite exposez-les à vos proches, et voyez si ces proches sont d'accord avec vos valeurs ou pas. Ça fait toujours bien d'avoir une confirmation externe pour voir si voilà, ça correspond aussi. Et donc, voilà, si un proche devait me décrire, est-ce que cette valeur serait présente ou pas? Et de nouveau, est-ce que mes actions représentent ces valeurs-là? Ça, c'est très important. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non? Ok. Alors, je vous propose un petit exercice très rapide. On va faire ça en quelques minutes. Encore une fois, vous aurez droit au slide, donc vous pourrez le faire de manière plus prolongée. Mais de nouveau, je vous invite à le faire en binôme ou même en groupe. Si vous avez des groupes de travail qui se forment, je pense qu'il y en a qui se forment déjà en deuxième. Donc, n'hésitez pas à le faire en groupe de travail pour définir vos valeurs personnelles, mais également les valeurs de votre groupe de travail par rapport à votre projet. Donc ici, l'exercice, ça va être que je vais vous indiquer, je vais vous donner la liste, vous allez la voir, des 52 valeurs que nous avons sélectionnées lors de notre réflexion au sein de Coursum. Et regardez un petit peu ces valeurs-là. Essayez d'en sélectionner au moins 3. 3 valeurs qui vous correspondent réellement. Donc ces 3 valeurs, ce sont des valeurs qui sont ancrées en vous, qui vous définissent, qui sont indissociables de votre personne, de votre manière de faire, de votre manière de réfléchir, de votre manière d'agir. Une fois que vous avez ces questions-là, posez-vous la question, mais tiens, cette valeur-là, je peux donner un exemple sur le dernier mois qui vient de s'écouler, je peux donner un exemple où cette valeur a été représentée. On prend par exemple la valeur de leadership, mais pour moi, le leadership, c'est très important. Si sur le dernier mois, il n'y a pas un exemple qui peut ressortir comme quoi vous avez pris une position de leadership d'une manière ou d'une autre, alors il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment une valeur qui me définit? Est-ce que je prends vraiment la valeur de leadership comme une valeur interne? Je vous laisse quelques minutes, je me tais, je rebois un petit coup d'eau et je vous laisse réfléchir un petit peu par rapport à cette liste-là.
J'en profite pour poser une petite question. Dans le Oui. genre, il y a 6 couleurs différentes. Oui, tout à fait. Il y avait, oui, c'est bien vu, effectivement. Il y a 6 couleurs différentes car on avait joué sur un code de couleurs et sur un pictogramme et non sur un mot. Car il y a certains groupes de valeurs qui se ressemblent. On va parler, par exemple, d'empathie et j'en prends quelques-unes ici devant moi, donc je prends d'autres. La sécurité et la rationalité. Pour nous, c'est plutôt des valeurs dans un groupe qui va rentrer plus dans la logique, si on doit mettre un mot dessus. Donc, on a voulu les rassembler, en fait, pour pouvoir, lorsqu'on compare ces valeurs avec quelqu'un d'autre ou avec une entreprise, de pouvoir se dire, ben, tiens, est-ce que si on n'a pas la même valeur mot pour mot, est-ce qu'on est au moins dans le même groupe, dans la même catégorie? Maintenant, c'était une réflexion qu'on s'est faite, ce n'est pas du tout fermé, c'était pour aider de nouveau à la réflexion et surtout à la comparaison entre plusieurs personnes et se dire, mais tiens, ok, je n'ai pas mot pour mot les mêmes valeurs, mais je suis dans le même ensemble de valeurs, plutôt des valeurs de logique ou des valeurs plutôt humaines ou des valeurs plutôt de leadership, de conquête, plutôt de force. Et voilà, donc se dire, tiens, je suis au moins dans le même groupe et donc ça va, même si ce n'est pas les mêmes mots, on se comprend quand même, on évolue dans la même sphère mentale. Par contre, si on est complètement à part sur des mots différents, mais également sur des sphères différentes, à ce moment-là, ça peut poser problème sur la relation, en tout cas, entre deux personnes. Merci. Avec plaisir. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas aussi, sinon je vais tout doucement passer après. Il n'y a pas d'autres questions. Il n'y a pas de questions. De toute façon, je vous invite parce que c'est un travail qui prend longtemps de faire la réflexion et l'identification de ses propres valeurs. Cette réflexion-là, par exemple, moi, quand je l'ai faite en 2015, j'ai toujours été beaucoup sur la réflexion personnelle. J'ai fait beaucoup de tests, l'énéagramme, les MBTI et autres. J'en ai fait plein comme ça. Donc, je pensais bien me connaître. Cet exercice m'a pris quand même 2 heures à le faire avec une coach professionnelle. Donc, et on en ressort, on a envie d'aller dormir tout de suite, on est fatigué. Donc, c'est très prenant comme exercice. Et avec certains de mes clients, le plus long qu'on ait fait, c'était 4h30. Au bout de 4h30, j'ai dit stop, il faut qu'on fasse une pause, on reprendra un autre jour, mais on n'avait pas encore fini la réflexion sur la sélection des valeurs. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau qui se fait en 3-4 minutes, ni même en 1 heure. C'est important de prendre vraiment son temps pour se poser les bonnes questions, pour bien les définir. Comme j'ai dit, c'est un socle qui va tenir pendant 5 à 10 ans. Donc, on ne va pas non plus se définir pour les 5 à 10 prochaines années de manière trop rapide. Et même parfois, c'est conseillé de faire une pause, de dormir dessus, de réfléchir, de revenir avec un nouveau regard dessus. Donc voilà, prenez bien le temps de le faire, faites-le en binôme pour vous challenger, et n'ayez pas peur de poser les questions qui fâchent. Le but ici n'est pas de blesser la personne, n'est pas de la rabaisser. De nouveau, il n'y a pas de bonne ou mauvaise valeur, on ne parle pas d'éthique ni de morale. On dit ici plutôt qu'il faut aider la personne à s'assurer que c'est une réelle valeur, qu'elle imprègne vraiment dans sa raison d'être. En conclusion, les valeurs ont une place de plus en plus importante dans notre société. On en parle de plus en plus, que ce soit au niveau humain, personnel ou bien au niveau des entreprises. On en parle beaucoup, beaucoup plus. Malheureusement, elles sont encore souvent mal utilisées. Donc, si par contre, elles sont bien utilisées, ça a un impact beaucoup plus profond et beaucoup plus long dans le temps. Et surtout, ça permet d'améliorer le développement personnel de soi, mais également de l'autre. Si on se connaît bien et qu'on connaît la personne en face de soi, on va l'aider à s'élever. Donc, en tant que leader ou même en tant que collègue, on va permettre à l'autre de s'élever, d'être de plus en plus performant, de se développer et d'être plus heureux dans son quotidien, que ce soit professionnel ou personnel. Et pour une entreprise, on va permettre de créer une meilleure vision stratégique pour l'entreprise, car ce sera des réelles valeurs qui seront ancrées et ce n'est pas simplement un plan de communication, un plan marketing, juste parce que ouais, c'est sympa pour le moment. Non, ça c'est pas, ça pour moi ce ne sont pas de vraies valeurs. Par contre, si c'est quelque chose d'ancré qui va transpirer dans la société, qui est réel et sincère, à ce moment-là, ça va avoir un impact très profond. Et je l'espère pour vous, si vous souhaitez
créer votre propre entreprise, vous allez devenir des leaders à ce moment-là, en tout cas dans votre entreprise et peut-être même dans votre industrie. Le fait de connaître ces valeurs va vous aider à acquérir des compétences de leadership et vous permettra en tant que leader, mieux vous connaître et donc de mieux aider les autres que vous allez permettre d'avancer. Parce qu'un leader est quelqu'un qui permet aux autres d'avancer, contrairement à un boss qui est quelqu'un qui va plutôt fouetter. Et voilà, on est ici dans l'idée de plutôt s'entraider et aider les autres à s'élever. Voilà pour ma petite présentation. Finalement, ça durait plus longtemps que je ne pensais. On dirait que j'aime bien blablater quand je me vois seul à l'écran. Voilà les valeurs en quelques mots. Évidemment, c'est très résumé. N'hésitez pas à aller voir sur Internet, il y a plein de documentation. Assurez-vous que c'est de la bonne documentation. Si vous vous faites aider, si vous faites conseiller, soyez sûr que c'est avec quelqu'un qui a une réelle formation là-dedans et pas quelqu'un qui se dit « ouais, mais moi, je ressens bien les gens, je sais bien parler aux gens, je vais faire ça ». Non, c'est pas ça. Il y a des réels outils, des réelles techniques à apprendre derrière. Donc, faites attention à la personne que vous prenez pour vous aider à votre développement personnel. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ce petit webinaire. Oui, il y a une question qui dit « Est-ce que nos valeurs peuvent changer ou évoluer au cours du temps ?» Bien évidemment, bien évidemment. Comme je l'ai dit, des valeurs sont influencées par plein de critères différents, que ce soit la famille, la culture dans laquelle on vit, nos proches, mais également notre travail. Donc ça va beaucoup nous influencer. Et surtout, on n'est pas la même personne à 15 ans, 25 ans, 35 ans ou 45 ans. Ça c'est certain. Moi, je ne suis plus du tout la même personne que j'étais quand je suis sorti de l'UNIF, de l'EFEC. Ça c'est clair et net, je ne suis pas du tout la même personne. Donc mes valeurs au moment de ma sortie de l'EFEC, ou même à mon entrée et la sortie n'étaient pas les mêmes. Et mes valeurs quand je suis revenu de Chine n'étaient pas les mêmes parce que j'avais suivi une évolution, un développement personnel très important. Et mes valeurs depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, elles sont plus complètement les mêmes. Donc elles évoluent. Mes valeurs n'ont pas fait un 180 complet, mais par contre, elles ont évolué, elles sont arrivées vers quelque chose de plus, pour ma part, en tout cas, de plus ancré, de plus réfléchi, parce que moi, ça fait aussi plusieurs années que je travaille sur le thème, donc ça cogite quand même matin, midi et soir, et même la nuit parfois. Donc voilà, donc clairement, ça évolue, elles peuvent changer. Si vous passez d'employé à indépendant ou chef d'entreprise ou serial entrepreneur, vos valeurs ne seront pas les mêmes. Ça, c'est clair. Donc ça, les phases de la vie font qu'elles changent. Si vous êtes célibataire et que vous faites la fête tous les jours, c'est pas le même cadre de vie que si vous êtes père ou mère de famille avec 2, 3, 4, 5 enfants. On n'a pas le même cadre de référence. Et donc, effectivement, les valeurs vont être très différentes d'une situation à un moment T à un autre. Eh bien, merci. Je propose que cela clôture. Il y a un écho, je ne sais pas pourquoi. Je propose que cela clôture l'intervention. Il y a encore une question. Oui. Est-ce que vous conseillez de voyager seul afin de mieux connaître ses propres valeurs? Ouh. Je vais briser des coupes si je dis ça. Alors, ça, c'est une appréciation personnelle. Moi, j'ai tendance à dire oui, voyager seul parce que ça permet de se retrouver seul face au monde et donc on se découvre. J'ai eu l'opportunité de le faire, de partir vivre en Chine pendant 4 ans, mais où j'ai retrouvé des amis qui habitaient déjà, et donc j'étais dans un cercle d'amis que je connaissais, mais bon, certes dans une culture très différente. Mais lors de cette aventure-là en Chine, j'ai pu voyager seul pendant 3 semaines, vraiment en sac à dos, d'est en ouest à travers la Chine, où là, je me suis retrouvé seul face à mes pensées, c'est pas toujours facile, mais aussi face à des challenges, où on se retrouve dans des situations compliquées, où on est seul face à l'adversité, et on doit trouver une solution pour s'en sortir. Et donc, moi, ça m'a permis de plus vite me connaître. Maintenant, c'est vraiment au choix de chacun. Je conseille en tout cas à tout le monde de voyager, de se mettre dans des situations qui sont nouvelles pour voir un petit peu comment on réagit
dans des situations un peu plus difficiles, certes, mais surtout très enrichissantes. Donc voilà, mais ça dépend vraiment de la personne. S'il y a des binômes qui sont hyper complémentaires et qui doivent faire tout ensemble, pourquoi pas, hein, ça peut fonctionner comme ça. Ça dépend de l'expérience et l'histoire de vie de chacun. Donc voilà. Une petite note, si jamais vous voulez en voir plus par rapport aux valeurs et autres, n'hésitez pas à regarder sur les pages des réseaux sociaux de Coursum, donc ma boîte. On a partagé pas mal de vidéos qui parlent des valeurs, de ce que c'est le coaching exécutif, mais également du développement en entreprise. Et on a partagé toutes nos valeurs sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à aller voir, vous aurez plein d'informations. Et également mes informations de contact si vous avez une question ou l'envie de faire une réflexion un peu plus poussée. Merci. Il y a encore une question qui est Oui. est-ce qu'il y a un certain nombre précis de valeurs qui nous définissent ou ce nombre peut-il être différent et propre à chacun? Alors, ce nombre va être différent en fonction de la personne qui va aider à faire cette réflexion-là. Quand j'ai fait cette réflexion-là il y a 5 ans avec ma coach exécutif, elle prenait une liste de, c'était combien? 12 valeurs, si je me souviens bien. Elle parlait de 6 valeurs de cœur et de 6 valeurs qui gravitaient autour de mes valeurs de cœur, donc des valeurs qui sont présentes mais moins cruciales, on va dire. Moi, quand j'ai fait cette présentation l'année passée, je partais sur 8 valeurs, qui étaient 8 valeurs où je séparais en deux entre 4 valeurs de cœur et 4 valeurs qui gravitent. J'ai depuis lors de nouveau changé ça, parce que c'est une réflexion en constante évolution. Maintenant, je reste sur un bloc de 5 valeurs de cœur et je ne parle plus de valeurs qui gravitent. Je me limite à 5 valeurs. Mais ça dépend un peu de la personne qui fait cette réflexion-là et surtout de la personne qui va amener à cette réflexion. Donc de nouveau, il n'y a pas un cadre bien spécifique, il n'y a pas une théorie qui dit il faut 3 valeurs, il en faut 5, il en faut 10. C'est un peu ressenti. Si un de mes clients, moi je travaille avec mon client, je lui dis il faut 5 valeurs, il me dit ouais mais moi il y en a que 3 qui me correspondent réellement. So what? C'est les 3 valeurs, c'est elles les plus importantes et les autres ne sont pas assez importantes que pour se retrouver dans le classement final. Si j'ai un client qui me dit mais moi j'ai 6 valeurs, si la 6e pour lui c'est impossible de s'en séparer, mais vraiment impossible, mais là on fait une réflexion, je vais parler pendant une demi-heure avec lui, je vais lui poser des questions vraiment très profonde et très emmerdante, très personnelle, pour m'assurer que ce sont de vraies valeurs, et à ce moment-là, on peut étendre le cadre à 6 valeurs. Donc il ne faut pas non plus en sélectionner 15 ou 20, parce qu'à ce moment-là, on prend toutes les valeurs du monde, on dit mais je suis Monsieur Univers. Ouais, mais ça, à ce moment-là, on ne se définit pas. Donc il faut quand même rester, je dirais en tout cas, aux alentours de 5. Pour moi, c'est un chiffre que je trouve assez sympa et qui permet d'avoir un cadre assez précis sans mettre un peu tout et n'importe quoi dans la réflexion. Ok, merci. Il y a encore une petite question qui est plaisir. Pourquoi être resté en Chine? Est-ce que c'est une vision différente qu'en Belgique au niveau entreprise? Pardon, j'ai pas compris. Attends, je rallume le micro. Pourquoi ne pas être resté en Chine? Est-ce que c'est une vision différente en Chine qu'en Belgique au niveau entreprise? Alors, au niveau de l'entreprise, très certainement, oui, c'est très différent. C'est une culture différente, c'est une manière de faire différente. Je me souviens les signatures de contrats, ça ne se fait pas dans un bureau de manière officielle. Ça se fait au restaurant pendant 4 heures en buvant de l'alcool chinois, l'alcool de riz chinois monstrueux, en mangeant des trucs bizarres et en se terminant au karaoké à chanter avec les CEO des boîtes. Et c'est à la fin qu'on va dire oui, je suis d'accord, puis le lendemain, avec une barre comme ça, qu'on va aller signer le contrat. Donc c'est très différent, très différent. Mais là, il y a beaucoup d'aspects qui diffèrent, et là, il y a l'aspect culturel, l'aspect de manière de faire. Il y a aussi l'aspect politique qui est très différent. La vie politique est... même si c'est vrai qu'en Belgique, avoir des relations politiques aide toujours, mais en Chine, c'est d'autant plus vrai. Si on fait partie du parti communiste, parti national communiste de Chine, on a des avantages énormes. Et parfois même, on ne réussit pas si on n'a pas cette carte du parti communiste. Donc voilà, donc il y a effectivement des grandes différences au niveau des mentalités, manière de faire, en termes de communication envers les personnes. Par exemple,
cet aspect de ne pas perdre la face à son interlocuteur. Donc si quelqu'un ne connaît pas, n'a pas la réponse à une question, il ne va pas dire non, je ne sais pas, il va dire oui, ou bien il va inventer quelque chose. Et donc ça peut être très perturbant quand on arrive en tant qu'occidental où on est assez oui ou non et je dis ce que je sais vraiment, on n'a pas peur de dire je ne sais pas. Eux ne diront jamais je ne sais pas, ils vont plutôt dire oui. Et ça peut poser ça peut créer des situations assez intéressantes les premiers jours où on arrive là-bas. Ça peut créer des situations de frustration très, très importantes, j'en ai eu quelques-unes. Mais ce n'est pas, c'était pas en tout cas ce qui m'a poussé à partir. Ce qui m'a poussé à partir, c'est que au bout de 4 ans, j'avais fait le tour de mon expérience. Donc j'étais parti dans l'idée de rester au minimum 6 mois et me dire si au bout de 6 mois je ne trouvais pas de boulot, ben je rentre en Belgique. Donc c'était un peu partir à l'aventure. J'avais mon portefeuille en me disant ben là j'ai de quoi tenir 6 mois, si au bout de 6 mois ça ne va pas, je reviens. Et après 4 ans, j'avais fait la réflexion en me disant ben tiens, j'ai vu ce que j'avais envie de voir de la Chine. Par contre, j'avais encore plein de trucs que je pouvais visiter. Hein. La culture, je peux encore l'approfondir énormément. Je ne parlais pas complètement le mandarin, donc j'aurais pu rester et apprendre encore le mandarin. Donc il y a plein de trucs que j'aurais pu continuer à faire, mais au point de vue personnel, je ressentais que c'était le moment pour moi de partir de là parce que j'avais appris ce que je voulais apprendre et que je voulais passer à une étape différente qui était, j'avais besoin d'une formation scolaire supplémentaire, d'où mon entrée à Solvay en revenant de Chine. Et mon envie aussi de, moi, me lancer dans le conseil de développement d'entreprise et surtout d'amener cette notion humaine qui était de plus en plus importante pour moi et que je ne retrouvais pas toujours dans la mentalité managériale chinoise, qui est en train de changer, mais en tout cas qui n'était pas tout à fait présente quand j'y étais. Et donc ça m'a poussé à quitter la Chine et à clore ce chapitre-là pour commencer à en écrire un nouveau. Donc voilà. Un grand merci. Avec grand plaisir. Je ne vois plus d'autres questions. Très bien. Ok. Eh bien, un tout grand merci pour cet exposé. Et Avec grand plaisir. j'espère que tous nos étudiants vont réfléchir à leurs valeurs. Maintenant qu'ils ont la liste, et on va pouvoir déposer ceci sur nos Moodle respectifs. Parfait. Et encore une fois, n'hésitez pas à me contacter s'il y a une question ou autre qui revient par après. Et en tout cas, challengez-vous les uns les autres, mais aimez-vous aussi. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Bonne journée à tous. Et également, au revoir. Au revoir.